on s'est demandé quel type, la FPS, quel type d'atelier on pouvait proposer en co-organisation, puisque c'est le principe de ces universités d'été, sur les questions relatives à la Palestine. Et comme on a un certain nombre de campagnes qui traitent des entreprises françaises complices de la colonisation israélienne, on a donc proposé ce thème-là à un certain nombre de nos partenaires et nos amis de la campagne BDS France. On ira voir en ville des antennes de ces entreprises que nous visitons régulièrement lors de nos actions BDS. Voilà. Donc, fini le temps des colonies, c'est effectivement une question qu'on peut se poser. Nous, on ne se la pose pas. On sait que le temps des colonies n'est pas fini. Pendant cette présentation, on va d'abord faire un petit tour pour comprendre ce qu'est la colonisation israélienne de la Palestine. Ensuite, on verra quelles sont ces fameuses entreprises françaises qui sont liées à la colonisation israélienne. Et dans un troisième temps, quels sont les types d'actions que nous menons pour riposter contre cette complicité. Donc, qu'est-ce que la colonisation israélienne de la Palestine? On commencera par un petit peu d'histoire et de géopolitique. On essaiera de voir quand même qu'est-ce que c'est que cette colonisation, les visages de la colonisation, et surtout ensuite, ce qui nous concerne directement pour ce qui est des entreprises, ce que dit le droit. Donc si vous prenez la carte de gauche, c'est la Palestine avant la partition qui a été la partition de la Palestine par l'ONU. Donc vous avez, si je fais, voilà, donc vous aviez un territoire unique et qui était sous mandat britannique. En 1947, l'ONU décide de partager ce territoire en deux, pour deux États, un État juif et un État arabe. Ce sont les termes de la partition. Donc, suite à cette partition, je fais très très court hein, parce qu'on n'est pas là pour faire l'histoire de la Palestine. Suite à cette partition, l'État d'Israël, Israël a proclamé son propre État le 15 mai 1948. S'en est suivie une guerre qui a duré jusqu'en 1949, et à l'issue de cette guerre, Israël s'était emparé de tout le territoire qui est en blanc. C'est-à-dire que la partition leur offrait 56% du territoire, et à l'issue de la guerre de 1949, ils en avaient 78. Restait aux Palestiniens 22%, et qui ont été occupés par la Jordanie jusqu'en 1967. En 1967, guerre des 6 jours, Israël occupe tout le territoire. Aujourd'hui, nous en sommes là, avec ce qui est là, la Cisjordanie, ce qui est là, la bande de Gaza, et cette Cisjordanie, on va la regarder de manière un petit peu plus précise. Donc voilà la Cisjordanie, qui est un tout petit territoire, à peine plus grand, pas plus grand que le département de l'Isère, mais qui est mité par des colonies, tout ce que vous voyez en orange. Ces colonies sont illégales, on le verra plus loin, avec plus de 600 points de contrôle, 700 km de murs qui enferment le territoire, et quadrillés par 2000 km de routes qui sont réservées aux colons ou à l'armée et interdites aux Palestiniens. Tout ça parce que les terres sont confisquées, exploitées et annexées par l'occupant. Et les habitants sont privés d'eau, des droits les plus élémentaires, et ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce territoire est fragmenté. Les accords d'Oslo, 93-95, ont divisé le territoire en 3 zones, mais pas 3 zones uniformes. Donc, il y a ce qui s'appelle la zone A, qui est sous contrôle civil et militaire palestinien. En gros, ce sont les grandes villes palestiniennes. Naplouse, Ramallah, Tulkarem, Hébron, Ramallah, etc. Et ça forme 18% de la superficie totale. Et ça regroupe 50% de la population. Après, vous avez la zone B. Donc la zone A, c'est le vert foncé. Vous avez la zone B, le vert clair, qui est sous contrôle civil palestinien. Alors quand on dit palestinien, c'est l'autorité palestinienne. Et sous contrôle militaire conjoint israélo-palestinien. Ça comprend essentiellement les communes rurales, les villages, et c'est un certain nombre de secteurs qui sont directement autour de la zone A.
40% de la population, 18% du territoire. Et les 60 autres pourcents du territoire, c'est la zone C, qui est entièrement sous contrôle israélien. C'est tout ce qui est en beige. Et vous voyez que tout ce qui est vert est entouré par du beige. Donc, par contre, ça ne représente que 6% de la population. Ce sont des territoires peu peuplés, et c'est dans cette zone C que les fameuses colonies israéliennes sont implantées. On va juste quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble, juste une petite idée, parce que des fois quand on se dit colonie, on pense petite maison dans la prairie, un petit village, 3 chiens et des choses comme ça. Non, ce sont des villes extrêmement importantes. Celle-là a plus de 80 000 habitants. C'est la ville de la colonie de Modinilit qui est sur les terres du village de Pilin, qui est un village résistant pas loin de Ramallah. Alors, les constructions de ces colonies, rien qu'en... alors, en fin 76, il y avait 425 colonies. Et bases militaires, on les englobe dedans, dont 107 qui étaient sauvages. Sauvages, ça veut dire que même Israël ne les reconnaissait pas. Mais ils ne les reconnaissent pas, mais ils leur fournissent l'électricité, la protection, l'eau, etc., etc. En 2017, il y a eu une augmentation extrêmement rapide de la construction des logements, et les autorités israéliennes ont approuvé, rien qu'en une année, 16 800 nouvelles unités de logement, dont un tiers à Jérusalem-Est. On verra tout à l'heure la problématique de Jérusalem-Est. J'ai entendu hier à la radio qu'Israël avait approuvé 1300 constructions, notamment dans une colonie auprès de Ramallah. Donc ils ont établi 4 nouvelles colonies, et dans la première moitié de l'année 2018, 6 000 unités de logement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ont été approuvées. Tout ça est assorti de violence. Donc on a l'agence de l'ONU qui s'appelle l'OCHA, qui entre janvier et novembre 2017 a observé les attaques des colons. On a des amis peut-être qui ont passé 3 mois, un ami qui a passé 3 mois en Palestine récemment qui pourra nous en parler. Entre 2013 et 2016, la police israélienne a clos 91,8% des cas de plainte. Les plaintes n'aboutissent pratiquement jamais, et quand elles ne sont pas closes sans suite, il n'y a jamais de condamnation. Et une association israélienne de défense des droits de l'homme qui s'appelle Yesh Din nous dit que sur les 1067 enquêtes ouvertes entre 2005 et 2014, seuls 70 ont abouti à une inculpation. Donc vous voyez, c'est pas complètement jamais, mais on en est vraiment pas loin. Alors, la colonisation, c'est aussi la colonisation industrielle. Ils ne se contentent pas de transférer leurs habitants en Cisjordanie occupée, ils implantent aussi des industries. Donc là, on a une industrie chimique à Mishor Adumim, qui est une colonie pas très loin de Jérusalem-Est, et c'est pas par hasard si c'est une usine chimique, il est bien mieux d'aller polluer le territoire du peuple qu'on occupe plutôt que de polluer le sien. Donc, en ce qui concerne l'économie liée à la colonisation, les colonies contribuent pour 4% du PIB israélien. Les produits des colonies représentent 1% des exportations israéliennes vers l'Union européenne, soit environ 230 millions d'euros. C'est à peu près 15 fois la valeur annuelle des importations de l'UE provenant de la Palestine. Alors on peut se dire que ce n'est pas énorme en ce qui concerne Israël, sauf que quand on rapporte ça à ce qui est importé de Palestine, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, avec des échanges équivalents à près de 30 milliards d'euros. On a la question des colonies agricoles. Là, c'est une photo de la vallée du Jourdain, où on voit une palmeraie de culture intensive. Alors, cette photo a 2 intérêts. De montrer qu'il y a des cultures, qu'Israël pratique des cultures intensives en territoire palestinien, et donc pille les richesses du sol. Mais aussi, en premier plan, vous avez les capteurs d'eau, qui sont enfermés par des grillages. C'est la compagnie israélienne d'eau qui capte l'eau en dessous des sources palestiniennes et qui pille également l'eau. Donc la valeur de la production agricole des colonies dans la vallée du Jourdain se monte environ à 500 millions de shekels, 100 millions d'euros par an, et plus de 80% des dattes provenant des colonies de la vallée du Jourdain sont destinées à l'exportation. Donc quand on trouve, c'est pour ça qu'on a régulièrement des campagnes sur ces dates qui sont ces grosses dates Medjool, qui sont étiquetées Made in Israël, mais qui en fait
viennent des colonies en Palestine. Et une donnée très importante, 20 000 Palestiniens travaillent dans les colonies israéliennes, et c'est une argutie des Israéliens pour vous dire, mais vous voyez, heureusement qu'on est là pour leur donner du travail, parce que bien évidemment, s'ils n'étaient pas là, les Palestiniens ne seraient certainement pas en capacité de créer leurs propres entreprises, d'exploiter leurs richesses et de construire leur propre économie. Le dernier point, c'est sur la société Ahava dont on parlera demain. C'est une société de produits cosmétiques et dont 45% des parts appartiennent à 2 colonies qui se trouvent dans la vallée du Jourdain, sur les rives de la mer Morte. Donc sous la pression des campagnes successives de boycott, d'appel au boycott, la société s'est engagée depuis mars 2016 à déménager. Ils sont toujours là et donc nous irons rendre visite demain, enfin nous nous rendrons devant le magasin de Monoprix demain pour leur rappeler que nous sommes venus leur demander des comptes au mois de décembre et qu'ils nous ont toujours pas donné. Voilà, c'était une parenthèse. Les ressources naturelles, alors la colonisation, on verra tout à l'heure l'illégalité de la colonisation, il est aussi illégal de piller les richesses naturelles du pays colonisé. Ici, on est sur la zone qui s'appelle la zone E1, Est 1, qui est entre Jérusalem et la colonie de Maale Adumim, qui est donc à l'est de Jérusalem, et où il y a plein de carrières, où donc les richesses naturelles sont pillées. Et cette photo a un autre intérêt, c'est que vous voyez là, ce sont des campements de bédouins qui travaillent à l'extraction du sol qui est ici, et donc ils vivent à un jet de cailloux de la carrière, et ils vivent dans une poussière absolument épouvantable permanente. La dépalestinisation des villes palestiniennes. Cette photo est une photo d'un quartier d'Hébron qui a été complètement vidé par Israël pour y installer, il y avait des dizaines de milliers d'habitants, pour y installer entre 450 et 500 colons qui vivent sous la protection, entre guillemets, de 2000 soldats. Donc vous voyez à quoi ressemble un certain nombre de quartiers palestiniens. À Hébron, c'est là que c'est le plus impressionnant et le plus violent. Mais c'est aussi le cas dans des villes comme Jérusalem. Autre aspect de la colonisation, les routes de contournement, parce que les colons ne veulent pas rencontrer les Palestiniens, donc ils se sont construits tout un réseau routier. Donc on a ici des routes de contournement qui se trouvent aux alentours de Bethléem. Et les Palestiniens qui habitent d'un côté et de l'autre ne peuvent plus se rendre de l'autre côté, ou pour aller sur leur terre ou pour visiter leur famille. Encore un autre aspect, l'entrave à la circulation par les checkpoints. Celui-ci, c'est celui de Kalkilia. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait 600. Il y a des fixes, il y a des volants. Et tout ça contribue à pourrir la vie des Palestiniens. Donc on a une population palestinienne qui est victime tous azimuts de cette colonisation. Alors, avec des plans de construction accélérés, on l'a vu, l'accaparement croissant de nouvelles terres est très important. La création d'un environnement coercitif pour, d'une manière ou d'une autre, déplacer les populations ou les pousser à partir. Alors, il y a plein de moyens, hein. Il y a la démolition des habitations, la confiscation de l'aide humanitaire qui est livrée par nos propres pays, les destructions des choses qui sont construites, des bâtiments construits, et cette violence permanente des colons et la répression de l'armée. Ajoutez à ça toutes les restrictions administratives qui sont imposées par les autorités israéliennes et qui limitent l'accès des Palestiniens à des hébergements décents, au marché économique extérieur ou aux ressources naturelles et aux services essentiels qui sont tous les services auxquels on a droit, la santé, l'éducation, etc., l'eau. Quant à la population des colonies, ce n'est pas anodin non plus. On comptait, disons, aux alentours de 640 000 colons à la fin 2016, dont aux alentours de 225 000 à Jérusalem-Est, ce qui est énorme.
En Cisjordanie, les colons représentent 20% de la population sur un territoire qui n'est pas le leur. Le taux de croissance de la population des colons est 2,5 fois plus élevé que le taux de croissance de la population israélienne. C'est-à-dire qu'ils essayent de pousser au maximum les populations qui arrivent ou d'autres qui, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de logement en Israël, à aller s'installer dans les colonies. Un Israélien juif sur 10 est un colon. Tout ça, c'est des chiffres qui peuvent vous intéresser. Beaucoup de colons israéliens sont des colons dits économiques qui sont attirés par le faible coût de l'immobilier dans les colonies et les aides de l'État pour s'y installer. Ils représentent 80% des colons, ces colons-là. On parlait de la vallée du Jourdain tout à l'heure. Les colons payent 7 fois moins cher l'eau que les Palestiniens de la vallée du Jourdain qui vont chercher l'eau dans des tanks tirés par des tracteurs, alors qu'eux, ils l'ont au robinet. Et 12 000 Français vivent dans les colonies. Donc ils ont la nationalité franco-israélienne. Maintenant, on va se pencher, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la question du droit, puisque c'est bien dans ces termes-là que nous posons toutes ces questions. Donc la colonisation est illégale au regard du droit international. C'est répété par un nombre impressionnant de délibérations du Conseil de sécurité, et il y en a une très importante, le 23 décembre 2016. Elle est très importante parce que, pour la première fois, les États-Unis n'ont pas voté contre. Obama s'en allait, il n'est pas allé jusqu'à voter pour, mais les États-Unis n'ont pas voté contre cette résolution qui rappelle tous les points par lesquels la colonisation est illégale. Donc cette situation, ces résolutions rappellent que cette situation est une occupation au sens du droit international et que les règles qui concernent l'occupation sont contenues dans la plupart de la 4e Convention de Genève, celle qui concerne les pays en guerre. Donc la Cour internationale de justice a explicitement reconnu l'application de ces conventions à la situation de l'occupation israélienne sur le territoire palestinien. Donc quand Israël feint de ne pas être concerné par la Convention de Genève, la Cour internationale de justice en a décidé autrement. Les colonies israéliennes violent de nombreuses lois du droit international humanitaire, dont le transfert forcé de la population du territoire occupé, ça concerne les Palestiniens, et le transfert de leurs civils dans le territoire occupé. Ce sont les colons. Et ça, c'est une des bases sur lesquelles on dit que la colonisation est illégale. Et ces infractions graves peuvent être également qualifiées de crimes de guerre, ce que nous affirmons que la colonisation est un crime de guerre, que ce soit la colonisation d'habitation, économique ou agricole. Maintenant, les États. Parce que les États ne sont pas neutres dans tout ça et ils ont des responsabilités. Donc les États ont pour obligation de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave du droit international, ni de prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Et ils doivent coopérer pour mettre fin à cette violation, à toute violation grave. C'est sur ces thèmes-là que nous nous basons quand nous nous adressons au gouvernement ou au président de la République et quand nous nous adressons aux entreprises. On ne peut pas considérer que cette situation de violation est licite et tout le monde doit contribuer à son arrêt. Donc l'État a aussi l'obligation positive de prendre toute mesure visant à assurer le respect des droits humains par toute entité placée sous sa juridiction. Nous savons tous, probablement ici, que Israël ne respecte pas les droits humains au-delà de la violation que représente la colonisation. Donc il y a un rôle très important des États d'origine des entreprises multinationales, donc c'est là où on reviendra sur nos entreprises françaises tout à l'heure, qui opèrent dans un contexte d'occupation où l'État occupant pourrait être inapte ou réticent à protéger les droits humains, et on est dans ce cas-là, de façon effective. Donc il y a un certain nombre de principes directeurs qui ont été édictés par l'ONU et par l'OCDE
relatif aux entreprises, aux droits de l'homme et à l'intention des entreprises. Je suis désolée, j'ai écrit droits de l'homme. En général, j'écris droits humains, ça m'a échappé. Les entreprises multinationales. Donc, selon ces principes, on revient à la même chose que précédemment. Les entreprises sont tenues de respecter les droits humains partout où elles opèrent. Et cette responsabilité fait référence à l'ensemble des droits humains reconnus internationalement. Donc, les entreprises opérant dans des zones touchées par des conflits, ainsi que dans des situations d'occupation, doivent faire preuve, alors ça ce sont les termes qu'on retrouve dans les principes directeurs, doivent faire preuve de diligence raisonnable accrue en matière de droits humains et éviter de contribuer à des violations des droits humains, y compris celles commises par leurs fournisseurs ou relations d'affaires. Il y a un nombre d'avis qui ont été rendus, dont l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l'homme. C'est toutes des choses assez récentes. On a 2013, 2014, 2015, 2016. Donc, qui rappellent que les activités, relations d'affaires, etc., dans les colonies, impliquent des risques. Alors voilà, ça c'était un apport qui était intéressant parce que ça ne fait plus référence aux droits humains, mais ça fait référence aux risques économiques de ces entreprises. Et quelque part, on se dit que s'ils ne sont pas sensibles aux droits humains, ils peuvent être sensibles à l'efficacité économique. Donc, les risques d'impact négatif sur les droits de l'homme et que les entreprises opérant dans ces zones touchées par les conflits doivent faire preuve d'une diligence raisonnable, active, etc., etc. Et nous, après, on se base là-dessus pour leur réputation. La responsabilité spécifique des entreprises existe indépendamment des capacités et de la détermination des États de fournir leurs propres obligations en matière de droits de l'homme. Ça veut dire que même si les États ne font rien, les entreprises doivent prendre leurs responsabilités. Et en 2014, les États membres de l'Union européenne donc, ont appuyé l'adoption d'une résolution aux Nations Unies qui demande l'application des principes directeurs dont on a parlé tout à l'heure, relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme en ce qui concerne les territoires palestiniens en complet, y compris Jérusalem-Est, et de prendre des mesures propres à encourager les entreprises domiciliées sur leur territoire et ou relevant de leur juridiction, y compris celles en leur possession. Ce sont donc toutes les entreprises dont l'État a des parts. On en a une qui nous concerne particulièrement, qui est Alstom, à s'abstenir de commettre des atteintes graves aux droits de l'homme des Palestiniens ou d'y contribuer conformément à la norme de conduite, etc., etc. On est toujours sur les mêmes principes. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution en mars 2015 demandant aux entreprises multinationales de prendre des mesures afin d'éviter la contribution à l'implantation et au maintien des colonies, etc. Et a adopté une résolution dont nous attendons toujours les effets, qui prévoit d'établir une liste publique des entreprises impliquées dans la colonisation. Cette liste devait paraître en décembre, puis en janvier. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a subi des pressions énormes. Il a quand même fait un certain nombre de choses, entre autres écrire à, je crois me souvenir, mais je peux me tromper, 150 entreprises qui étaient sur la base de données pour leur demander des comptes et leur demander de se retirer. Il y en a 2 ou 3 qui, immédiatement à la suite de ce courrier, se sont retirés. Pour le reste, nous attendons toujours la base de données. Donc, en droit français, maintenant, responsabilité des entreprises, il y a une loi relative au devoir de vigilance, qui est la fameuse loi très récente qui a été nommée et qui nous concerne aussi sur cette question, et qui demande aux entreprises d'établir et de mettre en œuvre des plans de vigilance visant à identifier en amont les risques, notamment en termes de violation des droits humains auxquels elles sont exposées, ainsi que les mesures prises pour la prévention et la réduction de ces risques. Tout ça sont des redites permanentes de tout ce qu'on répète. Donc ça s'applique à l'ensemble du groupe, y compris les filiales. Tout ça est important pour la suite de la campagne par rapport aux banques notamment, mais également aux sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale. Les victimes des violations des droits de l'homme ou toute personne ayant un intérêt à agir doit être invitée à pointer la responsabilité de la société mère qui n'a pas adopté ou ne s'est pas conformée à son plan de vigilance. La juridiction française, c'est ce que nous faisons quand nous intervenons sur ces entreprises. Il y a un pacte mondial des Nations Unies qui ont dicté 10 principes. Je vous donne que les 2 premiers. Les entreprises sont invitées à promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme.
les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de la violation des droits de l'homme. Donc voilà, maintenant nous arrivons à nos entreprises françaises et à la colonisation. Donc on va prendre deux exemples un peu détaillés sur deux campagnes qui sont en cours, qui sont la campagne de Banque et Assurance française et une campagne qui vient de démarrer depuis le mois de juin sur les entreprises françaises qui sont actrices de l'annexion et de la colonisation de Jérusalem-Est. Donc la campagne banque. Donc, déjà, d'abord essayer de comprendre quel est le rôle des banques et des entreprises israéliennes au regard de la colonisation. Donc les banques et les entreprises israéliennes fournissent des services et des infrastructures et gèrent les activités dans les colonies israéliennes. Ça, c'est le principe de base qui nous a amenés à nous intéresser aux banques. Elles ont donc une responsabilité dans le maintien et dans le développement des colonies israéliennes. La mission indépendante des Nations Unies d'enquête sur l'impact de la colonisation a dénoncé en 2013 le rôle primordial des banques israéliennes dans la colonisation et les conséquences en termes de violation des droits de l'homme. Donc ce ne sont pas seulement nous, les organisations militantes, qui affirmons cela. Et les principales banques israéliennes fournissent les infrastructures financières nécessaires aux activités des agences gouvernementales israéliennes, aux entreprises et aux individus dans les colonies. Donc les banques sont intrinsèquement liées à la colonisation. Donc elles accordent des prêts hypothécaires aux particuliers, des prêts aux entreprises pour des projets de construction. Elles fournissent les services financiers aux autorités locales et certaines d'entre elles sont physiquement présentes dans les colonies au travers des agences. Donc on va juste s'intéresser à une entreprise qui est l'entreprise israélienne d'électricité, Israel Electric Corporation, qui alimente les colonies israéliennes en électricité. Donc il y a tout un tas d'entreprises qui leur fournissent des services. Alors ça, il y a cette entreprise. Après, il y a les entreprises de télécommunications qui fournissent les services aux colonies. L'entreprise Elbit System, qui est très liée à la colonisation. Après, il y a les groupes immobiliers, on comprend bien pourquoi. Et puis, les fournisseurs de carburant. Alors maintenant, notre histoire de Israel Electric Corporation. Figurez-vous qu'en 2004, 4 banques françaises n'avaient rien d'autre à faire. La BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis, filiale du groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, que de contribuer à financer un accord pour l'Israeli Electric Corporation. Donc ces prêts étaient destinés à financer un projet d'extension de 2 centrales électriques à gaz, les travaux étant effectués par l'entreprise française Alstom, en partenariat avec l'entreprise allemande Siemens, qui, soit dit en passant, depuis, ont fusionné. Donc le lien entre les banques françaises et l'IEC est problématique, compte tenu que l'IEC approvisionne les colonies et a été accusé à plusieurs reprises d'imposer des coupures totales d'électricité dans les villes palestiniennes, bien évidemment également à Gaza. Donc vous voyez l'articulation de tout ça. Donc financer ce projet est donc, au regard de tout ce qu'on a vu précédemment, un manquement grave aux responsabilités d'après les principes directeurs de l'OCDE et des Nations Unies, que je ne vous relis pas, aux obligations au regard du droit international et des droits humains. Et d'après ces principes, les États doivent assurer la cohérence de leur politique, ce que nous demandons, et fournir l'information et le soutien nécessaire aux organismes d'État et autres institutions publiques, ce qu'ils ne font pas. Donc là, juste un petit tableau pour vous rappeler que ces 5 banques sont, en plus du financement de l'IEC qu'on a vu tout à l'heure, sont impliquées dans les banques, avec les banques israéliennes par l'intermédiaire de fonds de pension. Mais pour vous dire aussi que de nombreuses institutions financières publiques, privées, européennes et américaines, des fonds de pension, ont déjà franchi le pas et se sont désengagés des entités israéliennes qui soutiennent la colonisation, contrairement aux institutions financières françaises visées dans le rapport. À ce jour, aucune banque française ne s'est engagée à ne plus financer d'entités qui contribuent au développement des colonies dans le territoire palestinien. Ces 5 banques ont pris des engagements en matière de droits humains. Ces 5 banques ont des chartes éthiques.
Le gouvernement français, lui, il est responsable d'obligation particulière en tant qu'actionnaire d'Alstom à 20%, entreprise qui assure l'extension d'une des centrales électriques à gaz, de prendre les mesures pour imposer à Alstom de cesser tout ça. Voilà, donc ça c'était pour les banques. Maintenant, c'est à peu près le même schéma, sauf qu'on est à Jérusalem-Est. Alors, comme tout à l'heure pour les colonies, je vais vous dresser un petit panorama quand même de ce qu'est Jérusalem, parce que je pense que tout le monde ici n'a pas une idée très précise des enjeux autour de Jérusalem, pour bien comprendre en quoi ce tramway qui nous tracasse, enfin, qui tracasse surtout les Palestiniens, depuis des années, a une importance fondamentale. Donc, on va voir d'abord un petit peu d'histoire, ce qu'est la colonisation Jérusalem-Est, le réseau des transports en commun, quelles sont ces entreprises et la campagne. Donc, Jérusalem, en 1947, quand il y a eu le plan de partition, était destiné à être placé sous administration des Nations Unies. On a vu qu'il y a eu la guerre, et en 1949, Israël a occupé toute cette partie de Jérusalem, et la Jordanie était dans cette partie de Jérusalem-Est. Donc, on va regarder très vite cette carte. À l'origine, Jérusalem, c'était ça, la vieille ville, 1 km². Jérusalem-Est, en 1949, c'est 6 km². En 1967, Israël occupe toute la Palestine, dont Jérusalem. Et à ce moment-là, Israël accroît les limites de la municipalité. Et comme dans la foulée, Israël annexe le territoire de Jérusalem, Israël, au lieu d'annexer les 6 km qu'il aurait annexé, annexe 74 km² du territoire palestinien. Voilà, on ne va pas aller plus en détail. Donc là, en 80, il annexe officiellement Jérusalem-Est. Avant, c'était officieux, puisqu'ils avaient juste dit que la loi israélienne s'appliquait aux populations palestiniennes de Jérusalem, ce qui revenait à peu près. Là, cette carte est pour vous montrer comment Israël a zoné, a partagé en zones différentes Jérusalem-Est. Donc, il y a 35% réservés à la construction des colonies. Ce sont toutes ces zones oranges. 22% qui sont gelés en zone verte, inconstructible, ça veut dire destinés ultérieurement à la colonisation. 30% gelés sans affectation, ça veut dire destinés ultérieurement à la colonisation. Et 13% qui sont les zones brunes, qui sont les zones affectées aux constructions pour les Palestiniens, qui sont les zones où ils vivent déjà. Nous avons la population palestinienne en 1967. Là, nous avons déjà l'implantation des colonies en 1987. Là-dessus, nous sommes en 2005. On voit qu'elles s'en rapprochent et qu'elles étouffent de plus en plus les quartiers palestiniens. Et alors maintenant, vous allez voir la construction du mur qui enferme pratiquement toutes les colonies qui ont été construites dans la partie annexée et largement au-delà. Là, c'est une vue d'avion où vous voyez les colonies israéliennes sont en bleu clair et vous voyez qu'elles étouffent complètement, qu'elles enserrent complètement le quartier palestinien. Et c'est ça. Colonie israélienne à Jérusalem, c'est ça. Alors là, on était autour de Jérusalem. Maintenant, on est autour de la vieille ville. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le 1 km². Et on a des quartiers palestiniens très peuplés. Deux sont très connus en France parce qu'il s'y passe des choses, Silwan et Sheikh Jarrah. Donc, c'est les petits montages de l'ONU. Hein. Donc ça, c'est la ligne verte, soi-disant la ligne de frontière selon l'armistice de 1949. Vous voyez cette ligne que marquent ces quartiers palestiniens. Et dans cette ligne, donc voilà, ce sont ça, les quartiers palestiniens, où sont construits, au cœur de ces quartiers. Tout à l'heure, on était autour des quartiers, en périphérie, et
autour de la vieille ville, on est au cœur des quartiers. Donc là, vous avez une colonie qui est construite au cœur du quartier de Ras El Hanout. Les maisons palestiniennes sont là. Là, vous avez des colonies qui sont construites au cœur du quartier de Silouane. Là, c'est aussi une colonie qui est construite. Il y a 45 000 Palestiniens qui vivent dans ce quartier. Donc les maisons sont confisquées et construisent des colonies. Et ça, c'est une maison qui a été confisquée à l'automne dernier au cœur de Sheikh Jarrah. Et puis, vous avez la judaïsation de la vieille ville. Donc vous voyez tout ce qui est en bleu. Donc là, il y a le quartier juif. Et puis après, plein de petits points bleus partout qui sont les colonies au cœur de la vieille ville. Et c'est ça, des maisons palestiniennes qui ont été confisquées, dans lesquelles sont installés des colons juifs. Donc, cette entreprise de colonisation de Jérusalem-Est, pour ça, il faut multiplier les colonies et leur capacité d'hébergement. Il y a 15 colonies principales autour de Jérusalem, avec 38 000 logements qui ont été construits entre 67 et 95, et 55 000, alors en 2015, il y en avait 55 000. Et on assiste à une accélération phénoménale. Un élément très important de l'annexion et de la colonisation de Jérusalem-Est est le mur d'annexion. Vous voyez, vous avez en jaune les frontières, le territoire de la municipalité de Jérusalem, et vous voyez que le mur enserre bien plus que ce territoire. C'est que l'intention très rapide est d'annexer en plus tout le reste, puisqu'il y a des colonies. Et vous voyez là, les trois dessins qui sont en bleu, ce sont les colonies, les territoires que Israël rêve d'inclure dans le Grand Jérusalem. Donc pour ça, il faut rendre les colonies attractives, avec des mesures incitatives, avec un cadre de vie agréable, avec de l'emploi et avec du désenclavement. Donc les colonies sont attractives, vous pouvez constater, piscine, jardin d'enfants, environnement propre. Les colonies sont désenclavées, il y a un réseau routier très important, et il y a un transport. Et donc pour les rendre attractives, voilà où nous arrivons à notre réseau de transport en commun. Donc c'est une affaire, on en parle donc depuis les années 70. Il a été explicité dans un plan directeur Jérusalem 2020 et mis en place par l'intermédiaire du Jérusalem Transportation Master Plan Team en 1994. Donc vous voyez, c'est pas d'hier. Et le choix du réseau de tramway a été approuvé par la municipalité en 1999. Donc là, il y a une seule ligne qui est construite à l'heure actuelle, qui est la ligne rouge. Et là, je vous ai mis en parallèle les deux cartes, la carte des colonies et la carte du réseau de transport de tram. Et vous voyez que le réseau de tram est complètement calqué sur l'emplacement des colonies, et que par contre, sur les quartiers palestiniens, sauf si la ligne doit traverser un quartier palestinien pour rejoindre une autre colonie, ce qui est le cas de la ligne rouge qui traverse le quartier de Chouafat, il n'y a pas de ligne de tram prévue. 4 lignes dans le projet, hein, la rouge, enfin 3 lignes, la rouge qui existe, le projet prévoit son extension, la ligne verte et la ligne bleue qui prévoit de relier toutes les autres colonies. Et puis, un tout petit quelque chose, là, je vous ai parlé du quartier de Silouane à volonté tout à l'heure, qui se trouve au pied de la vieille ville, au pied de l'esplanade des mosquées, parce que l'intention d'Israël est d'y construire un téléphérique, lequel téléphérique passerait au-dessus des quartiers palestiniens pour après pouvoir rejoindre sans autre difficulté les colonies juives de l'autre côté et le cimetière juif qui se trouve de l'autre côté. Donc, et cette affaire-là est en train de prendre de l'accélération. Donc maintenant, les entreprises françaises, participation au projet, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, Égisraël et Sistra. Alstom, oui, mais vous allez voir que Égisraël et Sistra vont vous dire quelque chose. Donc Égisraël fait partie du groupe Caisse de dépôt, des dépôts et consignations, qui est... Donc Égisraël est une société d'ingénierie du groupe Égis, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui détient 75% de son capital, donc capital public, 25% des cadres partenaires et des salariés. Donc ces activités portent sur les transports urbains et ferroviaires, etc. L'entreprise Sistra, elle est née de la fusion de filiales d'ingénierie des groupes publics, SNCF et RATP. Donc on a deux entreprises qu'on semble ne pas connaître, et en fait on retrouve la SNCF, la RATP et la Caisse de dépôt et consignation.
voilà Alstom. Depuis 2002, Veolia et Alstom ont créé donc en 2002 un consortium CityPass qui a obtenu la concession de la première ligne de tramway de Jérusalem. En 2013, Alstom a revendu sa participation dans CityPass de 20%, mais a gardé 100% du capital de Citadis Israël et 80% de celui du contractant EPC, qui est un contractant toujours pour le train. 2016 et 2017 sont les années de la négociation avec le ministère des Finances israélien en vue de choisir le maître d'œuvre de la deuxième phase du tramway, CityPass étant alors choisi, pressenti pour l'être. Juin 2017, il y a la rupture du compromis et la municipalité relance les appels d'offres pour lesquels Alstom pourrait être soumissionnaire. Donc il participe en tout cas à un appel d'offres pour la ligne verte. Voilà. Donc on sait aussi que d'autres entreprises françaises sont impliquées, notamment pour le téléphérique. Des entreprises françaises iséroises avaient mis des premiers pas pour le téléphérique. Elles ont été convoquées par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, qui avait un peu fait quelque chose et émis des avis pour que les entreprises françaises n'aillent pas se commettre avec des risques d'infraction au droit international. Et ils se sont retirés de l'appel d'offres. Ce qui ne veut pas dire que des filiales de Safej ne soient pas dans le coup, c'est l'opacité la plus complète. Donc, je vais les passer aussi parce que c'est à peu près la même chose que pour les colonies. C'est les résolutions du Conseil de sécurité concernant Jérusalem. C'est le même type d'infraction aux droits de l'homme. Donc voilà, maintenant, ce qui nous intéresse aussi au premier plan, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a détaillé tout ça. Donc je viens de vous montrer la première partie, qui est les enquêtes, qui sont des choses qui prennent très longtemps, parce qu'on ne peut pas s'amuser à aller interroger ces entreprises ou à aller sur la voie publique pour les dénoncer si on n'est pas sûr à 100% de tout ce qu'on avance. Donc la campagne banque, préalablement à la publication de ce rapport, on a envoyé des courriers à toutes les banques concernées et on leur a demandé des rendez-vous pour leur demander de réagir au rapport et de se conformer au principe du droit international, bien évidemment. Donc, certains nous ont accordé des rendez-vous, d'autres ont répondu qu'ils ne voyaient pas de quoi il s'agissait, qu'il n'y avait pas de problème, et au fur et à mesure du développement de la campagne, les choses ont un peu évolué. Donc après, on a publié le rapport, après, on mène depuis une campagne citoyenne, et puis on a des interventions auprès de l'État. Donc les organisations signataires de ce rapport demandent aux banques françaises de retirer tout financement direct ou indirect, etc., de s'engager à ne plus financer ces entités et de développer une politique crédible visant à exclure de leurs opérations toute entreprise participant à la colonisation. Ensuite, elle demande à l'État français qui remplisse les devoirs dont on a parlé tout à l'heure. La campagne citoyenne consiste à informer le public, à envoyer des courriers qu'on fait signer dans la rue ou que renvoient les associations partenaires ou autres, aux agences et aux directions des banques, à prendre contact avec ces directions. On a une campagne de cartes postales et puis des présences ou interventions lors des assemblées générales des actionnaires de ces sociétaires. C'est quelque chose qu'on s'est un peu amusé à faire ici en Isère, c'est très intéressant. Parce que on a affaire à des choses différentes. Quand on va à la caisse d'épargne, on n'a pas affaire au même public que quand on va à AXA. Nos demandes à Sistra et Alstom, c'est la même chose, hein. Mettre fin au contrat et s'engager publiquement à exclure des opérations de projet, etc. On est exactement dans les mêmes logiques que pour la campagne. Donc après, pour le tramway, on fait donc toutes les mêmes demandes à l'État français. C'est la campagne Orange, qui est une campagne victorieuse, donc on ne cache pas notre plaisir. On vous a remis ces cartes postales que vous avez probablement signées. Alors on vous les a mises là avec une certaine émotion, parce que c'est nous, l'Isère, qui les avons créées dans un été bien chaud, et avec une amie graphiste qui depuis est décédée. Et donc on avait beaucoup travaillé tout un été pour créer ces cartes postales qui ont quand même été signées un peu partout dans le monde. Et après
Mais de la même manière, il y a eu la publication d'un rapport, il y a eu une campagne internationale très importante et Orange s'est retiré du partenariat qu'il avait avec la compagnie de téléphonie mobile partenaire. Sur le tram de Jérusalem, on a aussi déjà une première victoire qui a été annoncée très rapidement après la publication du rapport. Donc le 13 juin, on avait publié le rapport. Vous avez vu que cette campagne est menée avec des partenaires syndicats. Pour la campagne du tramway, nous avons 3 organisations syndicales, la CGT Solidaire et la CFDT. Et ces organisations syndicales avaient interrogé les instances de leurs différentes entreprises sur cette question-là. Et le 20 juin, donc une semaine après la publication du rapport, nous avons eu une première réponse. Une première réponse a été donnée par Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, sur la demande de désengagement des 3 entreprises françaises. Il a donc dit que Systra se retirait de la ligne rouge et pourpre du tramway de Jérusalem, sachant qu'il reste engagé sur la ligne bleue, mais on pourrait dire bien peut mieux faire, donc il faut que nous chargions qu'il fasse mieux. Donc nous interprétons cela comme le sens d'un désengagement de Systra du tramway de Jérusalem. Voilà. Et la France est complètement engagée dans cet accord d'association. C'est une de nos campagnes, c'est de la suspension de cet accord d'association. Et la France, quels que soient les gouvernements successifs, n'a jamais envisagé de suspendre l'accord d'association. Surtout qu'il est bien dit qu'il est soumis au respect des droits de l'homme. Son article 2 le soumet au respect des droits de l'homme et dit que si l'une des deux parties ne respecte pas les droits de l'homme, c'est un motif de suspension d'accord. Voilà. Suspension d'accord, enfin, même si on a dit qu'elle avait été votée par le Parlement à une époque, oui. Bien tout suivi après. C'est pas la suspension, c'est avant que l'accord ne soit signé, il fallait qu'il soit validé par les parlements de chacun des pays d'Europe. Et la Belgique, sauf erreur, et la France ont refusé pendant plusieurs années.